Mon nom est Geneviève Leduc. Je suis avec des collègues ici. On est finissant en architecture à l'Université de Montréal. Puis notre projet de thèse de maîtrise, en fait, porte sur les superficies asphaltées puis les problématiques d'îlots de chaleur, spécifiquement dans l'est de Montréal. Alors, est-ce que vous faites une question ou des commentaires groupés ou vous avez chacun des interventions séparées? On a chacun des interventions séparées, mais c'était plus pour mettre en contexte. Parfait. Puis, éventuellement, inviter quelques-uns de vous peut-être à venir voir nos projets à la fin de la session. Donc, comme on sait, on est à l'ère des changements climatiques. Ces problématiques se font de plus en plus sentir, spécifiquement dans l'est de Montréal ou le secteur de l'Assomption Nord, où on souffre d'un déficit nature. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on souffre d'une pauvreté en termes de parcs, d'espaces verts, et on souffre de problématiques d'îlots de chaleur, comme j'ai dit plus tôt, et d'une mauvaise gestion des eaux de ruissellement. Avec seulement un plan de verdissement extrêmement faible de 10 % qui ne permettra en rien de recréer à court, moyen ou long terme quelconque biodiversité notoire, et alors que dans le cas du boisé du projet 1, la course du soleil, comme on pouvait voir sur l'image qui était juste là précédemment, donc sur cette image-là, si on s'y connaît un peu en architecture ou en architecture de paysage ou en météo, on sait que le sud permettrait pas à grand soleil de se rendre où est-ce qu'il y a une zone qui se veut végétalisée. Donc, je vois pas trop comment il pourrait y avoir des arbres qui poussent là, surtout avec une hauteur de bâtiment assez grande. Donc, c'est un premier point. Donc, ma question, c'est comment justifiez-vous de détruire les deux boisés et leurs écosystèmes contenant des biodiversités rendues quasi inexistantes dans les milieux urbains montréalais et contribuant à la qualité de l'air, à la lutte aux îlots de chaleur, à la survie d'espèces animales et végétales et au bien-être général des habitants du quartier. Dans le fond, c'est comment vous justifiez ces actions-là pour un si faible plan de verdissement qui ne redonne en rien ce que vous avez enlevé, malheureusement. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut laisser parler aussi votre collègue. On fera peut-être une réponse groupée là, si vous avez des aspects qui se recoupent. Parce que c'est quand même une question qui est assez ciblée quand je demande comment vous justifiez ça. Puis je sais que la question de mes collègues est plutôt différente. Je trouverais ça dommage que la question soit diluée dans les deux autres questions, malheureusement. Monsieur Savignac. Merci pour la question. En fait, il est important de préciser que le 10 % auquel vous faites référence, vous dites le plan de verdissement, 10 % c'est pas assez. 10 % c'est un don du promoteur pour du terrain. Et ça va beaucoup plus loin que ça, l'espace qui va être accessible et verdi. Donc, c'est pas 10 %, c'est plus que ça. C'est important de faire cette nuance-là. Hein? C'est beaucoup plus que 10 %. Et maintenant, on n'est pas ici pour justifier la perte de ces arbres-là. Je pense que nous aussi, on est des professionnels de l'aménagement. Nous aussi, on croit au développement durable. Et je vous assure que tout le monde est, triste quand on coupe un arbre, bien évidemment. On parle ici quand même de plus que couper un arbre, là, puis de replanter un arbre équivaut pas à qu'est-ce qu'on fait quand on coupe un arbre non plus, parce qu'il y a des milieux de vie qui se créent autour de ça, puis en verdissant avec de l'herbe qui vaut absolument rien là, en termes de biodiversité et d'écosystème, on redonne pas assez... en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Quand on plante du gazon... On ne redonne pas qu'est-ce qu'on a enlevé quand on a coupé une forêt en entier. D'accord. En fait, j'étais en train d'essayer de vous expliquer que ici, on ne justifie pas la perte de ces arbres-là. On discute des dérogations qui sont demandées. En ce moment, le PPU, il y en a eu une consultation publique en 2017. Ça s'est fait par l'OCPM, donc ce qu'il y a vraiment de mieux, en fait, de consultation publique à Montréal. Il faut le retenir. Aujourd'hui, on est ici pour discuter des éléments qui sont demandés en dérogation. Et pourquoi? Pour transformer quelque chose de négatif en le plus positif possible. Je retiens des commentaires qui ont été faits précédemment à propos de maximiser la compensation. On est dans cette logique-là.
Comment maximiser l'espace au sol? Ben, si vous êtes une future professionnelle de l'aménagement, ben, vous savez qu'on maximise l'espace au sol en donnant de la hauteur à un immeuble. Dans un contexte comme le nôtre, parce que si on ne donne pas cette possibilité de déroger à la hauteur, ben, on va se retrouver avec un bâtiment qui va être conforme à la réglementation. On a quand même une implantation au sol ici qui est très, très grande. Vous parlez d'une hauteur de bâtiment qui permet une certaine densification du lot. Je ne suis pas du tout opposée à ça. Puis je sais que là, on parle de dérogation. Ma question était très large et générale. Mais reste que, comme réponse, peut-être que je m'attendrais à des meilleures, peut-être, lignes directrices en termes de stratégie de compensation peut-être plus exhaustive que de mettre une rangée d'arbres à un endroit où ils ne pousseront pas. C'était un peu ça. Merci, Madame. Merci, Monsieur Savignac, pour votre réponse. Je pense que Monsieur Bilodeau, vous souhaitez prendre la balle au bon. Pour préciser, dans le fond, au terme d'implantation des bâtiments, la réglementation, je ne me trompe pas, tourne autour de 35 à 70 d'occupation au sol qui est permis de façon générale. Je ne dirai pas site par site. Nous, on a essayé justement de minimiser l'empreinte au sol, montant en hauteur pour dégager l'espace au sol. Dans cette cas-ci, on prévoit une implantation qui tourne autour de 40 à 45 %. Oui, il y a des stationnements. Les stationnements sont souterrains, donc c'est possible de planter au-dessus. On ne prévoit pas nécessairement avoir de grandes surfaces gazonnées parce que nous aussi, comme professionnels, on reconnaît que c'est pas juste du golf green qui est joli en milieu urbain et qui est bénéfique pour l'environnement. Donc, le plan d'aménagement paysager on n'est pas rendu à cette étape-là. Mais oui, effectivement, on ne préconise pas d'avoir de grandes surfaces juste gazonnées. Donc, on va tenir compte des besoins, on va tenir compte peut-être des discussions qu'on aura également sur l'aménagement des espaces publics. Et donc, ce qu'on a prévu, dans le fond, c'est de réduire l'empreinte des stations souterrains. Donc, ce qui laisse, en fait, lorsqu'on mentionnait 20 à 22 le 20 à 22 d'espace vert sur les terrains, c'est de l'espace qui est de pleine profondeur. Donc, il n'y a pas de construction en dessous. Donc, on peut planter des arbres à plein déploiement. Et donc, il reste aussi un autre, environ 20 à 25 par site, qui va être libre au sol pour des aménagements paysagers. Donc, dans les faits, ce n'est pas 20 d'espace vert sur les terrains, c'est de l'ordre de 40 à 45 évidemment variable d'un site à l'autre. Donc, oui, on est à l'écoute de ça. On en prend compte. La raison pour laquelle on monte en hauteur, effectivement, c'était pour atteindre les objectifs du PPU. C'était pour favoriser l'inclusion sociale. Et c'est aussi justement pour dégager de l'espace au sol. Mais on est à l'écoute.